Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bonsoir, heureux de vous retrouver dans ces cadres du studio Maman Anguebi pour un exercice inédit parce que ce soir, avec mon collègue de la Défense, nous allons procéder dans les minutes qui suivent à la présentation du document de politique des défenses de la République démocratique du Congo, un document qui reprend les axes stratégiques de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo un objectif qui s'est traduit non seulement par l'adoption, vous avez suivi la promulgation de la loi de programmation, mais aussi par la conceptualisation de la pensée stratégique qui doit guider la réforme de nos forces armées, avec évidemment un programme axé sur le recensement, les recrutements plutôt, parce qu'il s'agit de recruter un nombre important de militaires qui pourront assurer la sécurité de plus de 10 500 kilomètres de nos frontières, mais aussi la protection de nos ressources, quelles relations les militaires auront avec les civils. Toutes ces questions trouvent la réponse dans les documents qui vous a été distribués et qui sera présenté dans les minutes qui suivent par mon collègue de la Défense. Voilà le mot introductif, Monsieur le ministre de la Défense. Je voudrais donc vous demander, en guise d'introduction à cette rencontre, de présenter les grands axes du document de politique que vous avez conçu, évidemment, sous le leadership du Président de la République et du Premier ministre, qui permettra à ceux qui nous suivent de la maison, mais aussi aux invités rassemblés en ce moment, de comprendre ce que sont les socles, la vision et la base de la réforme de forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les représentants des missions diplomatiques, mes généraux, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives. En liminaire, je dois rendre hommage au Président de la République, au Premier ministre, à tout le gouvernement qui a permis que cette séance puisse avoir lieu et qui m'a permis de réfléchir et de soumettre au gouvernement ce document de politique de défense que le gouvernement a adopté en date du 9 septembre passé. D'emblée, je voudrais dire que certains ont exprimé leurs appréhensions ce matin, et même un peu avant que je n'arrive ici, en me disant, mais vous allez parler de politique de défense, mais c'est un secret. Aux uns et aux autres, je réponds tout de suite que la politique est ce qui est du domaine du public. Et ce qui n'est pas du domaine du public, on ne l'appelle pas politique. Notamment en matière militaire, on appelle ça stratégie. Et ici, nous n'allons pas parler de stratégie de défense. Nous allons donc parler de tout ce qui est commun aux citoyens.
pour que justement ce citoyen puisse comprendre comment sa sécurité et sa défense est gérée, quels sont ses devoirs vis-à-vis de ceux qui gèrent cette sécurité et cette défense, aussi bien au niveau local, au niveau interne, au niveau même diplomatique. La politique de défense de la République, comme je l'ai dit en introduction dans ce document, n'a pas été formellement définie depuis 1960. Je dis bien formellement. Certes, il y a eu des actions politiques, mais les grands pays comme la France, comme les États-Unis, comme la Russie, comme l'Afrique du Sud, définissent leurs principes politiques qui doivent guider la défense de leur pays. Le Congo ne l'a pas fait depuis 1960. C'est ce qui a poussé votre serviteur devant ce constat à proposer au chef de l'État, au Premier ministre, que nous puissions nous doter d'une politique qui va guider pour des années, des dizaines d'années, notre démarche de défense de la patrie. Avant nous, notre pays, qui est pays depuis 1885, après la conférence de Berlin, le propriétaire de l'État indépendant du Congo, qui s'appelait le roi Léopold II, avait mis en place une politique de défense qui a créé une force appelée force publique. Les objectifs majeurs de cette force publique en ce temps-là étaient deux. C'était au plan interne la subjugation des royaumes, des populations congolaises pour permettre l'exploitation des matières premières. Nous connaissons l'histoire des mains coupées, les détails sont connus. Eh bien, le roi Léopold II a cédé le Congo belge en 1908 au royaume de Belgique. Le royaume de Belgique a maintenu la même politique de défense et il y avait une politique complémentaire, un élément complémentaire, c'était la lutte ou la prévention de l'invasion arabe, la pénétration arabe en Afrique centrale. Voilà les éléments majeurs qui constituaient la politique de défense de la République du Congo à partir de 1885 jusqu'à l'indépendance de notre pays. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un troisième élément qui s'est ajouté à cette politique.
c'était la prévention de la pénétration du communisme en Afrique centrale et en Afrique australe, donc durant la guerre froide. Et sur ces entrefaites, donc ces trois éléments de la politique qui étaient mis en place depuis 1885, bien, ont cessé d'être des éléments de la politique en 1960, parce que nous sommes devenus indépendants. À l'indépendance, nous continuions quand même d'une certaine manière à relever de la politique belge sur le plan de la défense, de la politique plutôt occidentale sur le plan de la défense, et notamment de l'OTAN. Nous pouvons considérer que la lutte contre la pénétration du communisme pouvait encore être considérée comme un élément de notre politique de défense, même si ce n'était pas formellement dit, puisque nous étions quand même indépendants et nous n'étions pas membres de l'OTAN. Mais en vérité, nous étions une sorte de projection lointaine de la défense de l'OTAN en Afrique. Aussitôt après l'indépendance, nous avons eu, nous le connaissons nous tous, une sécession katangaise. Nous avons eu ensuite une sécession kassaïenne, la même année. Notre jeune armée, qui ne s'appelait plus Force publique, mais qui s'appelait alors Armée nationale congolaise, commandée par de jeunes officiers supérieurs et généraux qui étaient encore récemment des sergents, cette armée-là n'a pas pu faire face sur le plan organisationnel à ces sécessions et nous avons dû recourir à l'ONU pour pouvoir mettre fin à ces deux sécessions. En 1964-63, il y a eu la rébellion mouléliste. Encore une fois, notre armée n'a pas pu faire grand-chose. Il y a eu quelques batailles gagnées dans certains coins, mais le gros, finalement, a été fait par les mercenaires qui avaient été appelés au secours par feu le Premier ministre Tshombe en 1964. Ils ont mis fin à la rébellion. En 1967, il y a eu une petite promenade de Jean Schram, le mercenaire, à Bukavu, qui a quand même été jugulé, reconnaissons-le, par notre armée, jeune armée, l'ANC. Dix ans se sont passés, de 67 à 77. En 77, nous avions
suffisamment évolué en termes de capacité en hommes formés, des officiers formés dans les grandes écoles belges, françaises, américaines, italiennes. Nous avions suffisamment d'équipements. Nous avions par exemple à la force aérienne 7 C-130 transport aérien. Nous avions une dizaine de DC-3. Nous avions 17 Mirage M5 supersoniques, avions de chasse. Nous avions une vingtaine de maquis italiens subsoniques. Nous avions un escadron d'hélicoptères qui allait de Puma jusqu'à l'Alouette en passant par le Super Frelon, les Gazelles, ainsi de suite. Tous ces équipements, ces appareils étaient pilotés par des Congolais, formés majoritairement en France pour les Mirages, en Italie pour les maquis et les avions de transport et aux États-Unis. On venait d'avoir une division qu'on appelait la division Camagnola. Division, c'est 12 000 hommes. Une infanterie mécanisée et qui était basée au Katanga, appelé Chaba à ce moment-là, Kolwezi. Nous avions à Kinshasa une DITRAC, qu'on appelait Division des troupes aéroportées renforcées de choc. C'était des paracommandos, une division, qui assurait en même temps la sécurité du chef de l'État. Nous avions à Bazangungu un bataillon devenu rapidement brigade blindée. Côté forces navales, nous avions sur nos eaux des frégates, des corvettes, des patrouilleurs, tous, encore une fois, pilotés par des Congolais. C'est sur ces entrefaites qu'éclate la première guerre du Chaba, qui a éclaté exactement le 8 mars 1977. Je passe sur les insuffisances qu'il y a eu, mais je vais quand même dire qu'il y a eu un incident majeur. La mauvaise conduite des opérations par le commandement militaire d'alors, commandé par feu capitaine général Bumba, a poussé le président de la République Mobutu à décapiter tout le commandement militaire. Et à se substituer lui-même commandant des opérations. Certaines images d'histoire le montrent encore avec sa casquette, ses 3 étoiles, Paul, en train de
diriger les opérations. Eh bien, pourquoi il a décapité? C'est parce que, avec toute cette armada que nous avions, avec toutes ces capacités humaines que nous avions, nous nous sommes effondrés, cette capacité s'est effondrée, n'a pas été visible, face à 1000 ex-gendarmes katangais qui ont déferlé de l'Ouganda, plutôt de l'Angola, sur le Katanga, plus précisément sur Kolwezi. La mort dans l'âme, le président Mobutu a dû faire recours aux Marocains qui sont venus mettre fin à la première guerre du Chaba. Un an après, il y a eu récidive de la guerre du Chaba, toujours à Kolwezi, et cette fois-là, c'est encore une légion, une force étrangère, c'est-à-dire une légion française qui est venue pour mettre fin à la deuxième guerre du Chaba. C'est passé une période d'accalmie d'à peu près 22 ans, de 77 à 20 ans, à 96. Il n'y a eu pas d'agression étrangère. En 96, nous avions une agression que nous connaissons tous par des soldats appelés Kadogo de la FDL. Mais entre-temps, après la deuxième guerre du Chaba, notre armée a continué à monter en puissance, notamment par la jonction aux anciennes unités. Il y a eu la 31e brigade Para, qui était basée au CETA, juste en face de l'aéroport de Njili, qui avait été, pour l'entraînement et l'encadrement, confié aux Français. Et ensuite, il y a eu la 41e brigade commando, qui était basée à Kisangani, avec l'assistance chinoise. Et enfin, il y a eu la 21e brigade infanterie qui a été basée à Lubumbashi avec l'assistance militaire belge. À la Ditrak, qui était au Kanchachi, on a ajouté un régiment d'artillerie lourde. Et enfin, en 1985, notre système de défense s'est enrichi de la garde civile. C'est encore avec cette montée en puissance que, en 1996, M. Kabila, Laurent, décide, à partir de l'Émirat, de marcher sur la République. Et il a marché, comme nous le savons, avec ces soldats qu'on appelait les Kadogo. Certains pieds nus, beaucoup avec des godillons en plastique, Kalachnikov,
sans blindés, sans avions, sans frégate. Ils ont marché de l'Emera jusqu'à Kinshasa en 7 mois. Sur cette armée-là qui était montée en puissance, comme je viens de le dire. Ils ont marché, vous connaissez l'histoire, jusqu'à Kinshasa, où le maréchal Mobutu a dû quitter le pouvoir et les forces armées zaïroises se sont effondrées face à ces Kadougou. En 1999, 98 plutôt, il y a eu la formation du RCD à l'est et ensuite du MLC à l'ouest. Les deux rébellions qui ont de nouveau relancé la guerre. Et pour y mettre fin, cette armée devenue armée de libération n'a pas pu faire grand-chose. Il y a eu, nous le connaissons, l'histoire, 1999, l'intervention de la MONUC, devenue MONUSCO aujourd'hui. 2002, il y a eu la fin de la guerre. Et le reste de l'histoire, nous la connaissons nous tous. Eh bien, en 2003, les troubles de l'Ituri nous avons dû tendre la main à l'Union européenne et plus précisément à la force française Artemis pour y mettre fin. Et depuis 2003 jusqu'aujourd'hui, notre armée, à partir de 1999, est appuyée par la MONUSCO. Nous venons depuis novembre 2021 de faire appel à l'UPDF, c'est-à-dire à l'armée ougandaise, pour nous aider à combattre les ADF dans le nord Kivu et maintenant aussi dans l'Ituri. Si j'ai fait ce petit rappel historique, c'est pour vous montrer que nous avons eu, certes, une armée, mais nous avons eu des faiblesses visibles, évidentes, qui ont fait que presque à chaque agression, nous avons dû tendre la main à l'extérieur. En réfléchissant avec un certain nombre d'officiers
nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas une fatalité, mais que ça a été probablement la cause de mauvais choix de politique. La politique que nous avons menée depuis notre indépendance, dominée essentiellement par le pouvoir de Mobutu, c'était une politique de relation de bon voisinage avec les pays voisins. Moi, je suis entré à l'armée en 1971. Je n'ai jamais entendu, j'ai été vers la fin de ma carrière, pendant 15 ans dans le haut commandement militaire, je n'ai jamais entendu parler en haut lieu du mot de dissuasion. Dissuasion vis-à-vis de nos voisins. Dissuasion vis-à-vis de toutes les personnes qui auraient des velléités de nous envahir. Je n'ai jamais eu un débat là-dessus. Ce qui fait que les dirigeants congolais, depuis l'indépendance, ont reconnu qu'ils avaient un pays extrêmement riche en potentialité, mais ils n'ont pas eu le réflexe que cette richesse-là devrait provoquer des convoitises et que par conséquent, ces convoitises-là, à un moment donné, vont entraîner des agressions de ce que on appelait généralement les pays frères. Parce que nous nous appelons tous frères. Nous avons 9 pays frères autour de nous. Le Congo s'est toujours comporté comme un pays qui ne doit pas s'inquiéter de ce que ses frères peuvent lui faire. Et donc le mot dissuasion n'a jamais caressé notre cerveau. Dissuasion externe vis-à-vis de l'extérieur. Et ainsi notre armée, qui était apparemment bien formée, je parle des années 80-90, qui a même gagné certaines campagnes à l'extérieur, notamment au Tchad, où on a fait mordre la poussière à M. Moukouni-Ouédé et Kadhafi. Eh bien, nous nous sommes malheureusement comportés comme si il n'y avait pas d'ennemis autour de nous. Et les événements qui nous sont arrivés, que ce soit en 67, que ce soit plus tard en 97, 2 fois, 98, et enfin en 76 et puis 77. Et puis en 96 avec les Kadougou, tous ces événements-là qui nous sont arrivés comme par surprise. Nous étions presque surpris que ça nous arrive parce qu'on ne comprenait pas que nos voisins puissent nous envahir.
Devant ce tableau, devant cette histoire, fallait-il, faut-il continuer à nous dire pays riche, potentiellement riche, mais sans tirer les leçons de l'histoire. Les richesses, finalement, que nous avons sont nos porte-malheurs, si vous voulez. Mais ce que nous savons, c'est que ailleurs, lorsque vous êtes riche, vous mettez un chien méchant à votre porte. C'est ce qui a fait que nous avons réfléchi. Mais on n'a pas réfléchi que sur la dissuasion vis-à-vis de l'extérieur. On a aussi réfléchi sur la dissuasion vis-à-vis de certaines forces intérieures. Je vous ai parlé de rébellions qu'il y a eu dans les années 60. Il y a de soubresauts que nous connaissons, nous tous, régulièrement, dans certains coins de la République. Je n'entre pas dans les détails. Et ces désordres qui parfois arrivent à des rébellions, nous avons le cas à l'est du Congo, devraient constituer aussi une préoccupation sur le plan de politique de défense en termes de dissuasion interne. Mais la seule dissuasion comme politique ne suffit pas. Pour mettre en place une dissuasion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire une armée. Pour protéger notamment certains sites que nous avons. Nous avons dans nos frontières à peu près 17% de notre territoire est occupé par des zones touristiques, des parcs nationaux, qui généralement font frontière avec les pays voisins. 17%. Avec ce que nous connaissons comme faune et flore dans ces espaces. Nous savons ce qu'ils subissent de la part de certains de nos voisins. Ce sont des aires qui doivent être absolument protégées. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui le corps PPN qui les protège, mais le corps PPN a des insuffisances qu'il faut absolument corriger. Nous avons de grandes richesses minières, des sites qui sont convoités par certaines forces, généralement étrangères, et qui s'y installent souvent sans être inquiétés d'aucune façon. Si nous voulons continuer à être riches, nous dire riches, nous devons commencer par sécuriser, défendre
ces aires-là. Défendre, oui. Mais pour défendre, il faut avoir une logistique. Le Congo est le pays qui vend, en tout cas parmi les pays qui vendent le plus de matières premières au monde à toutes les nations, à commencer par les nations les plus fortes. Des matières premières à la base de toutes les armes, y compris les armes de destruction massive. Mais le Congo, malgré son gigantisme, depuis 1960 n'a pas produit une cartouche. Même pour une cartouche, nous avons l'embargo, qui, Dieu merci, grâce notamment à la France, vient de nous être levé. Je remercie au passage l'ambassadeur de France, pays qui a obtenu qu'on puisse lever cet embargo qui ne disait pas son nom. Mais je m'adresse aux officiers congolais et aux politiciens congolais qui sont ici. Est-il normal qu'en 60 ans, nous n'ayons pas développé une capacité pour fabriquer une cartouche? Quand je parle de la cartouche, je parle de tout le reste de la logistique de guerre. Est-il normal? Je dis non. Napoléon, Alexandre le Grand, chaque Zoulou, nos royaumes, nos ancêtres, avant la colonisation, fabriquaient leurs lances, leurs flèches, leurs javelots, leurs boucliers. Mais comment se fait-il que, depuis l'indépendance, nous, les ingénieurs congolais, les scientifiques et autres, n'ont pas pensé qu'il fallait nous protéger en fabriquant, en produisant nos propres armes, nous qui vendons toutes les matières premières pour fabriquer ça. Donc nous devrons, dans cette politique de défense, développer une capacité d'autonomie logistique qui pourra être progressivement développée et pourquoi pas nous rendre une bonne autonomie. Notre armée est une armée une des rares armées qui n'a pas de réserve. Aussitôt que quelqu'un termine sa carrière militaire dans notre pays, on l'oublie totalement. Les anciens militaires, certains sont ici, certains anciens généraux, ne sont plus comptés comme des ressources potentielles en cas de par notre armée. C'est anormal d'avoir une armée d'active sans une armée de réserve. Cette politique de défense a décidé d'instaurer la réserve. Cette politique de défense a décidé donc, après l'industrie de défense, de créer une réserve. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires. Et généralement, les vocations ne naissent pas au-delà de l'âge adulte. Les vocations naissent souvent entre
10, 15 ans. Mais ceux qui veulent devenir militaires à cet âge-là, chez nous, ne sont pas pris en charge. Nous avons pensé qu'il est temps d'instaurer une école de cadets pour nos vocations militaires. Notre loi la loi fondamentale de notre pays prévoit un service militaire obligatoire sous certaines conditions légales. Nous voyons comment notre jeunesse dans le pays aujourd'hui se comporte. Et les pays, par exemple, la France, qui a expérimenté ça, qui a mis fin il y a quelques années, j'ai entendu un officiel français me dire qu'il regrette d'y avoir mis fin, le service militaire obligatoire. Parce que depuis qu'on y a mis fin, il y a une certaine déstabilisation de la sécurité en France. Nous pensons, au niveau du Conseil des ministres, qu'il est temps que nous puissions étudier des modalités de créer un service militaire obligatoire pour notre jeunesse, notamment ceux qui terminent les humanités. Mais il n'y a pas que cette forme-là d'enrôlement à l'armée. Nous avons un pays qui a besoin de cerveaux dans son secteur de défense. Nous avons pensé qu'il faut instaurer un système de service militaire contractuel. Contractuel pour certains cadres techniques, scientifiques, qui seraient affectés dans nos laboratoires de recherche militaire pour certains objectifs militaires. Donc ce sera une troisième forme de service militaire, c'est-à-dire le service militaire contractuel. Un contrat de 5 ans, un contrat de 10 ans, comme cela se fait aussi dans certains pays. Les menaces, il n'y en a pas que dans l'espace physique. Il y en a aussi, nous les connaissons aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, du numérique. La cybercriminalité, la cyberguerre doit être une composante, une préoccupation pour notre système de défense. Nous devons développer des capacités contre cette autre forme de criminalité. La criminalité transfrontalière. Il est vrai que tout ce qui est frontière est géré par la DGM, par la douane. Nous savons qu'à l'est du pays, la guerre est alimentée aussi à travers la douane, aussi à travers
les filets, les maillots lâches de notre DGM. Nous devons donc avoir un système de défense militaire et civil suffisamment intégré avec des passerelles suffisamment fonctionnelles pour que ces maillons-là ne soient plus ceux qui sont aujourd'hui. Notre diplomatie de défense est pratiquement au point mort. Le Congo ne participe à aucune activité internationale dans le domaine, par exemple, de l'ONU. Ce ne sont pas les capacités qui nous manquent. On n'y a pas pensé. Il est temps d'y penser. Donc, la contribution du Congo, notamment au maintien de la paix. Mais aussi, dans le cadre de la diplomatie de défense, nos pays amis, les États-Unis, la France, la Chine, d'autres, l'Afrique du Sud, nos relations militaires avec ces pays-là souffrent de absence de gestion. Je ne dirais même pas insuffisance, d'absence de gestion. Nous devons redynamiser, reprendre cette gestion de manière à ce que la diplomatie de défense congolaise puisse être effective. Qui veut la paix prépare la guerre, comme disait Végèse au 5e siècle. Mais préparer la guerre, ça signifie avoir deux éléments majeurs. Avoir les hommes et avoir la logistique et les finances. Les hommes, physiquement, nous les avons. Mais, sur le plan moral, sur le plan éthique, nous devons reconnaître qu'il y a d'énormes efforts à faire. Notre politique de défense devra veiller à ce que l'éthique, à ce que la discipline militaire ne soit pas que des vains mots, qui soient des mots vécus quotidiennement. Parce que c'est l'homme d'abord, la logistique ensuite. Je me rappelle que dans les années 74, le lieutenant général Mobutu a préfacé un livre où on a dénoncé, en 74, ça fait déjà presque 50 ans, un livre édité par les services de la presse de l'armée, des forces armées zaïroises, où il a dénoncé déjà beaucoup de mots de mauvaise gestion qui continuent aujourd'hui, qui se sont sûrement multipliés. C'était tellement vrai que en 1975-77, probablement la mort d'Alan, il a dû rappeler certains Belges pour venir gérer nos finances, ministère de la Défense, dans les états-majors, l'état-major général, dans les états-majors des forces.
des Belges ont géré depuis ces années-là, jusque d'ailleurs à la chute de Mobutu, nos finances. La logistique, carburant, c'était une façon de disqualifier le personnel congolais. Nous devons reconnaître ces insuffisances-là et prendre des mesures pour y mettre fin, car nous avons une masse de cerveaux formés dans les grandes académies, mais, comme disait François Rabelais, science sans conscience. Le ruine de l'âme. Nous devons donc absolument faire en sorte que la moralisation de la gestion de notre armée soit une des priorités majeures de notre politique de défense. Enfin, nous avons, pour mieux encadrer les finances de la République, de l'armée, mise en place pour la première fois aussi depuis l'indépendance, la loi de programmation militaire. C'est un essai, un premier essai que nous avons fait. La loi a été promulguée depuis le mois d'août et en principe, ces premiers résultats, ces premiers fruits vont se manifester cette année-ci. Plutôt l'année que nous allons entamer dans une semaine. Cette loi de programmation militaire, combinée à une éthique sans reproche, à une discipline de fer, nous permettra, nous croyons, à remettre la gestion de notre armée. Ces structures qui seront générées par cette politique de défense, je disais donc remettre la gestion de notre armée dans les normes compatibles au développement d'une défense réelle pour la République. Enfin, je termine par dire que la défense militaire sera insuffisante si elle n'est pas suffisamment articulée avec la défense civile. J'ai cité les services de douane, j'ai cité la DGM, l'ANR, la police. Nous devrons avoir entre l'armée et ses services des mécanismes réellement fonctionnels quotidiens qui répondent aux menaces qui sont les nôtres, particulièrement aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays, qui nous permettent d'avoir une défense globale suffisamment performante. Voilà donc, Monsieur le ministre de la Défense, pour cette introduction. Je pense que le document vous a été distribué. Le rappel historique a été nécessaire parce qu'il était question de voir l'évolution de nos forces armées dans l'histoire, regarder le passif d'où nous venons, nous situer dans les présents au regard de la nature de menaces qui sont bien circonscrites et regarder comment on la projette. Et aujourd'hui, cette politique de défense se fonde sur 6 piliers principaux, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. On n'a jamais été dans une si bonne dynamique dans les efforts pour une réforme effective de l'armée, parce que depuis 2010 ou 2011, on a commencé la discussion sur la loi de programmation
Il fallait attendre l'arrivée du président Tshisekedi 11 ans plus tard pour que cette loi puisse devenir effective. Ça veut dire que l'épineuse question de moyens qui se pose toujours ne se posera plus pour l'année qui vient parce que la République s'est engagée de manière ferme à doter le ministère de la Défense de moyens qu'il faut pour assurer la défense du territoire national. Mais vous avez vu aussi récemment que le président de la République s'est engagé devant les jeunes recrues à Kitona. Ceci vient quelques mois après la désignation d'un nouveau commandement militaire qui est tant réclamé par nos partenaires. On n'a jamais été donc sur un schéma si positif pour la relance de nos forces armées parce qu'aujourd'hui, il est évident au regard de la situation sécuritaire à l'Est qui perdure que faire de la montée en puissance de nos forces armées est une urgence absolue à laquelle nous travaillons. Nous allons prendre quelques questions d'éclaircissement pour permettre aux uns aux autres de comprendre le sens de l'exercice de ce jour, au-delà des explications qui ont été fournies plus tôt du parcours de nos forces armées. Et on va commencer cette série par M. Edi Tchala. Excellence, Monsieur le Ministre, 62 ans, on a connu une politique de bon voisinage qui n'était pas écrite quelque part. Heureusement que celle-ci est bien écrite, nous l'avons lue. La population congolaise est pressée, le Congo est pressé pour occuper sa position, répondant à ces dimensions. Est-ce que cette politique que vous venez de présenter est assortie de quelques plans d'action, un chronogramme pour que nous ayons une idée sur ce que pourrait devenir dans combien de temps notre armée et notre défense? Merci. Merci. On va prendre on prend une série, comme ça on y répondra une fois pour toutes. On va prendre Madame Rachel Kitita pour sa question. On va demander à Benoît Niemba, Innocent Olenga et à Patrick Lacoué de se préparer pour une question par personne, comme ça, ça nous permet de capitaliser sur le temps. Madame Kitita, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Monsieur le Ministre de la Défense, une question, c'est pour nous également, tous ceux qui nous suivent, c'est une question qui concerne la défense, alors qu'on dit que des questions de défense sont généralement des questions sensibles. Pourquoi aujourd'hui présenter un document sur la politique de défense? Alors, il faut vulgariser également ce document, pas seulement pour ceux qui sont dans cette salle ou ceux qui suivront à travers la RTNC qui diffuse l'activité en direct, la présentation. Comment vous allez faire pour vulgariser ce document, sachant que la RDC, non seulement le français, langue officielle, dispose de 4 langues nationales. Et quel est le public que vous ciblez en publiant ce document de politique de défense? Prochaine question, Monsieur Lacoué. Excellence, vous avez souligné le besoin de formation. Est-ce que vous avez pris dans cette nouvelle politique de défense, ou dans cette politique de défense de la RDC, le fait que les recherches scientifiques ne sont pas prises en compte dans l'armée, alors que dans plusieurs pays du monde, les recherches scientifiques ont été les moteurs de développement de l'armée et de la société? Voilà, merci Monsieur le Ministre de la Défense. On va répondre à cette première série avant de prendre les 2 dernières questions pour clôturer. La première question porte sur la politique de bon voisinage avec les pays amis, si j'ai bien compris, les pays voisins. Comment est-ce que cette politique de bon voisinage sera conciliée à cette politique de défense? Bien. La France et ses voisins, l'Amérique
et ses voisins, les États-Unis et ses voisins, sont des pays amis. L'Afrique du Sud et ses voisins sont des pays amis. Je vous ai dit que être voisin ne exclut pas, d'ailleurs commande. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous avez une maison chez vous, nous avons tous des clôtures qui entourent nos maisons. Pourquoi est-ce qu'on met la clôture? Ce n'est pas parce que le voisin est ennemi. Parfois même le voisin est ami ou même frère. Mais on met la clôture. Pourquoi on met un chien méchant? Ce n'est pas pour mordre les passagers inoffensifs. C'est pour mordre les passagers qui tenteraient de violer la parcelle. Donc la politique de bon voisinage n'exclut pas ce que nous entendons par dissuasion. Et cette dissuasion, je vous l'ai dit, est fondée sur le fait que le Congo est plein de miel, le Congo est plein d'or, le Congo est plein de richesses. Et si ces richesses, ce miel n'est pas protégé d'une certaine façon, même quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de nuire au Congo, pourra, malgré lui, être tenté. Bien, absolument. Pourquoi un document sur des questions sensibles généralement? J'ai commencé mon message par dire que la politique, qu'elle soit de défense, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit économique, le mot politique est du domaine du public. Ce sont les principes. Les principes sont du domaine du public. Les options fondamentales sont du domaine du public. Ce qui n'est pas du domaine du public, c'est lorsqu'on passe à la phase, à l'étape de mise en œuvre. Ça, ce n'est plus du domaine du public. Mais le peuple congolais doit savoir, parce que le peuple congolais paye les impôts pour l'armée. Il doit comprendre pourquoi il paye des impôts pour l'armée. Il doit savoir que, par exemple, je l'ai dit dans le document, même si je n'ai pas donné détail là-dessus, que cette armée-là doit participer au secours en cas de catastrophe. C'est un droit pour ce peuple de le savoir que s'il y a une catastrophe, il sera secouru. Donc, la politique de défense que je développe maintenant, que je viens de présenter, n'a rien de secret. Ce n'est pas un secret militaire. Prise en compte de la recherche, c'est une bonne question, parce que l'industrie de défense ne pourra pas se concevoir sans recherche. Recherche industrielle, recherche scientifique. Eh bien, c'est l'occasion, c'est le moment justement qui m'est donné de appeler tous les scientifiques, tous les techniciens congolais qui ont quelque chose en tête qui peut contribuer au développement de la logistique de défense, de venir nous voir pour que nous puissions voir comment, avec eux, nous allons développer les capacités logistiques de la défense. D'accord, avant de prendre la prochaine question, je vais faire un petit commentaire sur ce que vous avez dit, Madame Rachel. Il faut savoir que l'un des objectifs que nous poursuivons dans le cadre de la publication de ces documents, c'est aussi pour attirer l'attention des Congolais. Parce qu'il sera question d'assurer la montée en puissance de notre armée, on va demander aux parents d'envoyer leurs enfants. Ils doivent être au courant de comment l'encadrement de leurs enfants va se faire, premièrement. Deuxièmement, est-ce que lorsque vous rencontrez un militaire à 23 heures, dans quel état vous vous sentez? Vous sentez-vous en sécurité ou vous vous sentez en insécurité? L'objectif, c'est aussi d'améliorer qualitativement les rapports entre les hommes en uniforme et les populations. Et très souvent, d'ailleurs, le président de la République est revenu plusieurs fois avec ça. Vous regardez par exemple en Ituri, les génies civils de l'armée ont abattu un travail extraordinaire pour ouvrir les routes. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de voir dans quelle mesure on améliore ces rapports. Évidemment,
au niveau du ministère de la Communication, nous appuierons le ministère de la Défense pour que les principes fondamentaux coulés dans ces documents puissent être compris, de sorte que lorsqu'on vous demande, on dit par exemple, vous devez constituer une armée des réservistes, un contrat de 5 ans dans l'armée, que vous soyez confortable à venir parce que vous savez comment les choses vont fonctionner. Ce ne sera pas seulement dans ce que nous disons, mais il y a des aspects, notamment opérationnels, qui vont accompagner cette politique de la défense qui relève du secret militaire ou du secret défense, mais les principes fondamentaux doivent être connus pour que le partenaire qui nous regarde, aujourd'hui on a obtenu la levée à l'unanimité de l'embargo qui pesait sur nous, c'est parce que justement il y a cette conscience qui nous est faite, et dans les cas de cette conscience, il y a des choses que nous devons faire absolument. On va prendre les dernières questions. Il y en aura une en Swahili pour vous, Monsieur le Ministre, et une en Lingala. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais on prend Benoît Niemba, Innocent Lenga avant les questions en langue nationale. Une question par personne, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Ministre, je pose ma question à votre conclusion. Je lis le paragraphe. Le passerelle entre la défense militaire et la défense civile, entre parenthèses, service sécurité diplomatique et diplomate, devront être clairement définis en vue d'une défense globale et performante. La question de savoir, Monsieur le Ministre, cette passerelle était comment avant pour que ça soit défini clairement? Merci. Merci, Monsieur Innocent Lenga. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur le ministre de la Défense, faudra-t-il combien d'hommes, au moins combien d'hommes, pour que notre armée soit très efficace et fasse, excusez-moi la tautologie, contre toutes les agressions? Deuxième question, très rapidement, à quand la réhabilitation du centre de Kotakoli, qui a formé des commandos dans ce pays? Merci. Prochaine question, elle sera en Swahili. Monsieur le ministre de la Défense. Asante sana. Ninaulizo moja tu juu ya kitabu yenye tumeona leo. Kitabu hiki inaleta mahatua vingapi juu ya mjengo la vikosi ya Kongo? Pardon? Kitabu hiki imeleta mahatua ngapi juu ya mjengo ya vikosi ya Kongo? Inaleta majibu ngapi juu ya maendeleo ndani ya vikosi ya Kongo? Vous pouvez reformuler la question, s'il vous plaît. Kitabu yenye tunayo leo. Je pose la question en Swahili, Monsieur le Ministre. Voilà. Kitabu hiki ina majibu ngapi juu ya kuweza kuleta mjengo ndani ya vikosi ya Kongo? Ah. Ndio. Voilà. Et la dernière question en Lingala. Monsieur Serge Seka, la dernière question. Matonde mingi ndeko ministre de la communication, mutuna nanga ezali epai ya ministre de la défense. Excellence, pour nani lelo gouvernement ya république ekani kobimisa politique ya défense ya kobatela ekolo ndenge toyoki depuis 60 tilelo etikala kosalama te kasi sur terrain toko espérer résultat nini pe na ba moyen nini pour Congo ezonga na esika nango ebanda kobangisa pe ceux qui besoin ezali pona kosukisa motuna ya moke nayoki ndenge olobi mais nayoki pena malamu te na o etali anticipation na o etali renseignement parce que lelo ndenge mokili otambola na vitesse mo bozo senga que tous les services et renseignements autour koyeba oyo binemi to bandeko ya pembeni bakoyi kokanisa na ndenge ke to meka kozana makasi ya kolongola ba menace ekoyi kovandela biso. Merci, Excellence. Voilà, merci. On a fini avec les questions, Monsieur le Ministre. Bon, la question sur les passerelles entre l'armée, donc la défense militaire et les services de sécurité civile, comment étaient-elles donc, comment sont-elles aujourd'hui? Si justement nous avons parlé de passerelles dans le document, nous parlons de passerelles fonctionnelles, c'est parce que ces passerelles n'existent pas.
Je vois devant moi le commissaire général de la police. Je ne sais pas si le responsable de l'ANR est là. Mais je vous dis que j'ai été 15 ans membre du haut commandement militaire. Je n'ai jamais vu une relation suivie sur le plan quotidien administratif entre l'armée et la police, qui pourtant tous sont appelés à garantir la sécurité. Certes, en province, il existe ce qu'on appelle les conseils de sécurité provincial. Mais il ne faut pas attendre un conseil qui peut se tenir une fois par mois ou une fois par an pour que ceux qui gèrent le même secteur, parce que l'armée gère la sécurité, mais au niveau où la sécurité est réellement perturbée, la police qui la gère avant qu'elle soit perturbée, il ne faut pas attendre qu'il y ait un conseil pour que vous puissiez réfléchir ensemble. Il faut créer des mécanismes qui soient fluides en permanence pour que, très rapidement, sans perdre le temps, d'ailleurs, les expériences nous montrent que chaque fois qu'on doit faire intervenir l'armée, parfois c'est trop tard. Donc, si nous avons... Je donne l'exemple le plus fréquent, le plus frappant, c'est les armes qui nous passent dans les filets de la DGL, DGM, DGDA, à Bunagana, à Kassindi, un peu partout, et qui se retrouvent dans les mains des Maïmaï. Si nous avions des passerelles fonctionnelles entre l'armée et la DGDM, la DGDA, l'armée et la DGM, probablement on préviendrait ça, tout comme les autres criminalités. Combien d'hommes? Le nombre? Eh bien, l'effectif de notre armée aujourd'hui aurait pu être de 150 000 hommes. C'est insuffisant pour 100 millions d'habitants. Je donne un exemple. Les États-Unis ont à peu près 450 millions d'habitants. Ils ont une armée d'à peu près 1,4 million d'actifs, pas de réservistes. La Chine en a presque 3 millions. Nous, avec 100 millions d'habitants, je pense que nous devrions très rapidement atteindre 500 000 hommes. Très rapidement. Kotakoli est en pleine réhabilitation et même presque fonctionnelle, pour votre information. Mkiswahili umeniuliza kwamba jibu gani utapatia wananchi kwa kuwafasiria maneno hiyo mimi naandika mwa kitabu. Ni vile utawaambia ya kwamba nchi yetu tangu tulipata uhuru hatujapapanua namna gani tunapaswa kulinda utajiri wetu. Ndio maana wageni waadui wako wanatuingilia, kwani tulikuwa tunazania ni wa ndugu, kumbe ni waadui. Na wengine wanatoka mbali, wanapitia mwile njia. Ndio maana tunasema ya kwamba undugu ni vizuri, lakini kama ndugu yako anaweza kuacha nyoka inapita kwake, inakuingilia, inafaa utie mlango
na kuile mlango natia mtu wa kuichunga, na ule mtu wa kuichunga ndiye askari, ndiye soldat. Ndivyo. Na Lingala, pona nini lelo depuis 60. Nabisaki binote depuis 60 peut développer, principalement président Mobutu a développé politique et bon voisinage. Azalaki de bonne foi vis-à-vis ya ba ninga na biso bamboka o biso nyoso toyebi. Mais bonne foi wana ezalaki trompé parce que ba voisin na biso au lieu que bangompe bazala na makanisi wana ba moni biso zoba na résumé ezala ba oyo boyebi ezala basusu oyo bo soupçonné na noté mais biso tolobi te soki mutu azali na eloko ya mutuya eloko ya valeur na lopango na ye, il faut atia lopango, atonga lopango. Na lopango wana okutia sentinelle. Yango réponse moyen anticipation renseignement ndenge nini tokosala yango. Ba anticipation, ba renseignement, ba intervention, ba veille, o nyonso ezali ba stratégie oyo sikoyo tango toko organiser armée na biso à partir ya politique oyo toko banda na ebandeli. Ebandeli ezalaka renseignement koyeba. Est-ce que mutu oyo tozomona moninga na biso azana makanisi ya kitoko, azana makanisi ya bien ya paix vis-à-vis ya biso to azalinde munguna oyo akoseka na yo na moi me na butu akoteli yo. Wana ezali ba stratégie tokotia ti stratégie oyo ya kobunda wana ndezalaka ya sura penza balobaka intervention. Mais tokobanda d'abord na oyo wana yako wana il faut to réorganiser ba service na biso na ibisibino par exemple te na ba voisin les lots na ba attaché de défense te badate il y a le que ceux qui monguna koti na Lusaka akoki kota tie pa na biso parce que na Lusaka toza na liso mon côté oyo eza ko surveiller ceux qui mutuana akoki ko zala na penser mabe po na biso te. Donc toko développer politique wana ya diplomatie de défense et ko permettre biso tozala na prévention ezali prévention ya bitumba. Merci. Narobakisa mukie na oyo ministre de la Défense Aouti Koloba. Omoni na président Félix Antoine Tshisekedi ezosala o ezaneti fondation. Ezaneti nzela o tozo tracer mapinga na biso ekokende wapi. Kotonga mapinga elakisi ko comprendre ba menace nini o bokoki kozala nango. Omoni République démocratique du Congo ba dongolomi so basé belé pona biloko toza nango na kati. Kasi soki yo otie clôture te bakoya kaka. Omoni toza na 10 000 km de frontières. Ba voisin na biso nyonso baza mikie par rapport au biso. Donc misu na bango kozala kaka tokota na kati toke etala nini eza kuna tozwa o eza na kati. Buku alelo et tracé nzela. Armée balobi awa service militaire moko eza obligatoire. Balobi pe ba contractuel, ça veut dire que neti yo pe
ceux qui sont intéressés au qui au kendepe ba pesi au contrat omoni lelo ezaneti avant ya ko kende mulai il faut koyeba nzela nini ozo tracer pour koma et si kozo kende misalo nyonso armée il faut ça là y compris ba relation na ba civil omoni bambule beta ki ebele awa mais ba unité ya ba armée nde se déployaka ata awa na Ituri armée ba salaka ba appui mingi na ba opération de terrain donc l'air bozana moi salongo na kwa bo okipe ko kende botuni chef d'état-major général oki ko pesa biso ba soda ndambote ba sunga biso parce que soda musala na ye ezaka kate ko batela ekolo mais zape ko contribuer na misala otozo sala na kati ya communauté kasi lelo ezaka kabuko yote ezape mobeko oyo esalamaki na parlement tozana ba député bazana biso awa o tobengi na lopoto loi de programmation elakisi ke armée kozala na budget nango ndenge tolobi tozo kende monter en puissance lelo bazana programme na bango bayebi ministre à défense ndako banda ko disposer tolobi pona boye tokocha boezal soute to kende au chaîne de la dépense au boete en dehors il y a ba besoin neti ba salaire oyo kozala prise en charge na budget ya biso mais kozala na ba besoin spécifique ya armée oyo kolekela wana lelo moni mboka na biso eza menacé depuis 25 ans tout ça toza na ba guerre mais pona ko silisango ezaka bilenge na biso nde fo batelema omoni soki tosali exercice oyo eza po batu ba monake na armée nde ba meilleur na biso fo bakende soko tali na bamboka mususu les meilleurs médecins les meilleurs pilotes les meilleurs informaticiens bazalaka na mapinga donc message oyo tozotinda lelo eza pe neti kobengisa ba oyo nyonso bamoni ke baza na makoki baya ko renforcer mapinga bakoko so ezalaka o tokozala ndenge nini ekosalama po mokonzi ya mboka aliaki na basi ya basoda jour à Noël ayebisi bango oyo etali mibali na bino eza problème na ngai bino bokipe bana bobatela nyonso. Ça veut dire qu'aujourd'hui le gouvernement de la République avec le président il y a un engagement clair. Les questions militaires, les questions sécuritaires sont prioritaires. Le militaire, partout où il se trouve, doivent se sentir soutenus parce que s'il reste des compatriotes au Congo, c'est eux, c'est ce qu'a dit le président de la République. C'est dans ces directions qu'il faut comprendre la publication de ces documents, mais aussi la loi des programmations. Je vois que Madame la représentante du secrétaire général est ici. Vous avez suivi ce qui s'est passé aux Nations Unies. Vous avez été aussi parmi ceux qui y ont contribué. Nous saluons cet acte. Aujourd'hui, nous pouvons nous équiper. Depuis 20 ans, ça veut dire que quand vous allez acheter, chez l'acheteur, l'acheteur doit dire là-bas, voilà, ils ont acheté ça, 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 ça. Mais ça peut tomber, vous parliez des renseignements tout à l'heure. Aujourd'hui, nous retrouvons nos moyens de souveraineté pour construire notre défense et c'est cela la démarche du président de la République et nous allons y arriver. Monsieur le ministre, nous avons terminé l'exercice de ce jour. L'occasion de saluer la présence dans la salle. Je vois l'ancien chef d'état-major général Etumba, je vois le général Baramoto du Sénat, je vois des députés, je vois des diplomates, je vois les hauts gradés de l'armée, les chefs d'état-major général, mais aussi les commissaires divisionnaires de la police. Ça veut dire que l'événement d'aujourd'hui est un événement qui marque un tournant. Faut-il que je vous donne encore un mot de la fin ou vous avez déjà tout dit? Oui. Vous avez tout dit avant que je dise le dernier. Un remerciement, tout simplement, de cet aéropage qui est venu être témoin du lancement de cette volonté politique du président Tshisekedi, du Premier ministre Sama Lukonde, du gouvernement de la République, qui voudrait que notre défense soit effectivement à la hauteur de ce qu'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est une puissance naturelle. Elle doit maintenant être une puissance effective sur le plan social, sur le plan diplomatique. Il n'y a pas de puissance sans armée. Je vous remercie.
Voilà. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.